Il est 7h40, vous écoutez la matinale de Radio Arc-en-Ciel et tout de suite, comme dit, on accueille Pierre qui va nous éclaircir sur Netflix, oui, puisque Benjamin, la semaine dernière, Benjamin l'a demandé expressément. J'avais émis cette doléance. Voilà. C'est fait, doléance reçue, voilà, la réponse est arrivée. Allez, c'est parti. Donc on va parler de Netflix, puisque vous l'avez sûrement entendu, et les cinéphiles et surtout les sériphiles, les sérivores qui nous écoutent suivent ça sûrement de très près, donc je pense que tu suis ça aussi oui, c'est pour ça que je m'y Benjamin, intéressais. c'est pour oui, ça que tu t'y intéressais avec beaucoup d'impatience, c'est l'arrivée de Netflix, la société leader dans le VOD par abonnement en France. Alors qu'est-ce que c'est que Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas encore? C'est ce qu'on va comprendre. Alors c'est une société américaine de la Silicon Valley qui a été fondée en 1997 par Reed Hastings. Alors Reed Hastings, c'est un développeur en intelligence artificielle de formation. Il s'est fait connaître et surtout gagner quelques millions de dollars en fondant en 1991 Pure Software, une société dédiée au développement de logiciels pour Unix, le système d'exploitation qui était ancêtre de Linux. Alors en 1997, il revend cette société et décide avec l'argent de créer Netflix, une société qui permettait à la base de louer des DVD par Internet. Donc au départ, c'est tout bête, on paye par DVD loué sur Internet, on reçoit le DVD chez soi et on a quelques jours pour le voir et puis on le renvoie. Alors au début, ça commence petit, la société compte 30 employés, mais le système d'apparence basique n'a presque pas de concurrents et surtout est très rentable. Alors du coup, très vite, tout va s'accélérer. Alors en 1999, il y a une première révolution dans le système. À l'instar des vidéoclubs, on ne paye plus par DVD, mais en abonnement mensuel. Pour à peine $8 par mois, soit la moitié du prix moyen d'un DVD à l'époque, il est possible de louer autant de DVD qu'on veut pour une durée illimitée. Simplement, le nombre de DVD qu'il est possible d'avoir simultanément dépend de l'abonnement. Plus il est élevé, plus vous avez de DVD en même temps. Alors, une fois que ça arrive, le nombre d'abonnements explose. Netflix rejoint rapidement le club des grosses entreprises de la Silicon Valley. En 2000, la chaîne de magasins de location vidéo Blockbuster Video, qui est une très très grosse chaîne aux États-Unis et qui souffre de sa concurrence, se proposera de racheter Netflix pour 50 millions de dollars, mais l'offre est déclinée et tout va de plus en plus vite. En 2002, Netflix entre en bourse et en 2009, Netflix a une collection de 100 000 DVD différents pour plus de 11 millions d'abonnés à travers les États-Unis. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver en 2010, quand Reed Hastings aura une idée de génie. Alors depuis pas mal de temps déjà, les plateformes de VOD, de location de vidéo à la demande, qui permettent donc de télécharger légalement des films en ligne, se développent. Mais les films se payent souvent à l'unité et à des prix proches du DVD, soit trop cher pour les internautes, pour qui télécharger illégalement est devenu presque une habitude. Alors l'autre chose qu'observe Hastings, c'est le boom des séries. De plus en plus de séries sont produites, de bonne qualité, et surtout il y a de plus en plus de spectateurs qui ne veulent plus attendre à chaque fois une semaine pour voir un épisode à la télé. Résultat, les sites de téléchargement illégal et de streaming comme Coke and Popcorn aux États-Unis vont bon train et leurs serveurs saturent tellement, le trafic est à certaines heures important. On commence à parler de sérivores, de ces spectateurs qui vont jusqu'à regarder une saison entière d'une série d'une traite. Alors l'idée d'Hastings est la suivante: proposer sur Netflix une plateforme de VOD de films et de séries, mais fonctionnant avec l'abonnement Netflix. Résultat, un abonnement avec films et séries en illimité pour moins cher qu'un seul épisode sur les plateformes concurrentes. Alors au départ, Netflix propose de la VOD téléchargeable depuis Windows et macOS, mais aussi sur Xbox 360, PS3, Wii, Wii U et iOS, c'est-à-dire iPhone, iPad, etc. Et très vite, tout le monde se précipite sur Netflix. La même année, en 2010, Netflix s'ouvre au Canada, et en 2011, Netflix a atteint une telle importance que le site est à lui seul responsable de 29,7% de tout le trafic Internet en Amérique du Nord le soir à partir de 18h. C'est énorme. Alors, là, c'est énorme quand même. Ouais, c'est vraiment énorme. Alors à partir de 2011, un tiers quoi, c'est un tiers, quasiment Netflix, un tiers. Le soir à partir de 18h. Donc en 2011, Netflix lance sa campagne d'internationalisation en s'installant dans 43 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Et à partir de 2012, Netflix va entamer sa troisième révolution, qui va faire grincer beaucoup de dents du côté des chaînes de télé. Cette année-là, Netflix va en effet devenir distributeur exclusif et producteur de séries télé, un domaine auparavant réservé aux chaînes de télévision dont CBS, HBO et ABC étaient les reines. Alors Netflix commande 7 séries qui seront diffusées en Amérique uniquement sur Netflix. En France, Canal+, qui a un peu peur de sa concurrente directe OCS, la nouvelle chaîne d'Orange consacrée en partie aux séries, signe un contrat de partenariat avec plusieurs producteurs de contenu pour avoir l'exclusivité de diffusion de ces séries sur ces chaînes. Donc Canal+ signe ainsi avec HBO, mais aussi avec Netflix, et obtient ainsi les droits de diffusion de ses séries phares, Lilyhammer au début, et puis surtout House of Cards. Alors Netflix a eu l'idée de s'entourer de grands noms du cinéma, David Fincher à la réalisation, Kevin Spacey au jeu, pour son produit phare, le thriller politique adulé par les critiques House of Cards.
Mais les États-Unis ne suffisent plus à Netflix. Et en 2012, Netflix s'installe au Royaume-Uni et en Irlande, puis dans les pays scandinaves, Suède, Danemark, Norvège, Finlande et les Pays-Bas en 2013. Et nous ? Pas encore. C'est dingue ça. Alors cette même année 2013, Netflix est partout aux États-Unis. Les séries commandées dont House of Cards sont enfin diffusées et ont un succès fou. Une étude va même démontrer qu'un Américain sur 3, âgé entre 20 et 30 ans, est abonné à Netflix. Il faut dire que Netflix a conquis aussi tous les supports. Il est maintenant disponible sur les télévisions connectées, les box et même les Kindle d'Amazon. Au total, plus de 1000 supports différents sont compatibles. Donc n'importe quelle interface permet de lire un film depuis Netflix. Netflix est d'ailleurs tellement fort que plus personne ne fait le poids. En 2014, Blockbuster Video, dont on a parlé tout à l'heure, qui était le leader américain, qui était une entreprise vraiment énorme dans la location de DVD, qui a vu avec l'arrivée de ce site donc de VOD Netflix, sa faillite arriver, a fermé plus de 9000 magasins à travers les États-Unis et a mis la clé sous la porte, licenciant plus de 30... énormément de personnes, je sais pas le nombre, là, beaucoup de personnes, c'était un vrai choc. Plus de 30 personnes. Plus de 30 personnes. C'est un truc de malade. Plusieurs milliers de personnes, 9000 magasins, c'est énorme. Il n'y a pas une ville qui n'avait pas un Blockbuster Vidéo, tout a fermé. Alors cette même année, Netflix annonce le lancement de 13 nouvelles productions de séries, allant de l'animation au thriller, en passant par la série de super-héros, en partenariat avec des grands studios comme 13. Disney et Marvel. Voilà, c'est 13 qui sont encore en développement en ce moment. Ouais. Mais 13 séries, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que toutes les séries vont avoir une saison complète. C'est une production qui est lancée. Plus des pilotes, on lance des pilotes. Et voilà. Mais il y aura au moins 4 ou 5 séries, dont une série autour de Shrek qui va sûrement bien marcher, des séries autour de personnages de Marvel, dont Daredevil qui va sûrement en série. On va s'il continue sur la lancée de House of Cards, qui est vraiment une des meilleures séries à mon sens de ces dernières années, qui est vraiment géniale. Effectivement, s'ils arrivent à faire ça avec de la série fantastique et tout ça. Et non seulement ils vont toucher encore un plus large public, parce qu'avec House of Cards, là, on touche plutôt des publics adultes, etc. Là, ils vont produire des séries avec Disney, ils vont produire avec DreamWorks une série Shrek qui va attirer vraiment très largement un jeune public. Un public plus geek, entre guillemets, avec des séries autour des personnages de Marvel. Est-ce que ces séries seront diffusées sur des chaînes ou ça restera Netflix ? L'intérêt, c'est que ça reste sur Netflix. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que ce qui intéresse maintenant Netflix, c'est de conquérir le reste de l'Europe. Voilà. Alors pourquoi ça traîne tellement ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation en Europe est assez différente qu'en Amérique et que s'implanter coûte donc très cher. Surtout en France. Surtout en France. En Europe, il faut compter en moyenne de 40 à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est la moyenne en France pour Netflix, pour pouvoir s'installer. Donc 40 à 70 millions d'euros par pays. Donc ça reste quand même un gros investissement. Beaucoup, Mais Netflix y arrive quand même. Il s'y installe début 2014 en Allemagne, puis en Italie, et annonce qu'elle arrivera sur le marché français à l'automne 2014. Alors pourquoi est-ce qu'on est presque les derniers, me direz-vous ? Les choses sont un peu compliquées. Alors tout simplement, la France a peur. Alors pourquoi est-ce qu'elle a peur ? Tout d'abord, le gouvernement a peur que Netflix fasse son business en France, mais sans payer ses impôts en France. Et oui, il faut dire que le système fiscal n'attire pas spécialement les entreprises étrangères à s'implanter dans notre pays. En plus, le siège social de Netflix Europe n'est pas en France, mais au Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Donc en s'implantant en France, Netflix va faire du business, mais ne va pas payer d'impôts, car aucune entreprise ne sera concrètement basée en France. Et oui, Internet n'a pas de frontières. Et ça plaît pas trop. Mais l'autre problème, c'est que c'est de la concurrence pour nos entreprises françaises. Le groupe Bouygues, qui tente tant bien que mal de faire sa place dans la VOD avec MyTF1 VOD, peste contre Netflix, qui va l'écraser complètement en arrivant. Mais c'est surtout Canal+ qui a peur, puisque si Netflix s'installe dans l'Hexagone, adieu le contrat d'exclusivité de diffusion d'House of Cards. Et la saison 3 sera uniquement sur Netflix, comme beaucoup d'autres séries d'ailleurs. Et ça tombe mal parce que Canal a justement fidélisé des spectateurs à cette série. Les voir partir serait le comble pour un groupe qui a toujours voulu imiter dans le domaine le géant américain HBO en créant des contenus de qualité, mais qui, à l'instar d'HBO, n'a pas su passer le cap de la VOD. À trop vouloir se battre becs et ongles contre OCS, Canal+ n'a pas vu venir Netflix et a un peu sous-estimé la menace que représentait Netflix. Et maintenant, Canal redoute l'arrivée du géant français sur notre marché. Et Canal, ils ont des problèmes un peu partout en fait. En sport, c'est exactement la même chose. Mais quand on les écoute... Même s'ils ont acheté les droits de Ligue 1, mais ils ont acheté très très cher. Et donc je suis pas sûr qu'ils pourront... Quand on les écoute, ils ont aucun problème et personne en France n'a peur de Netflix. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont lancé là un système... qui ressemble beaucoup à Netflix, s'appelle Canal Play, qui fonctionne aussi en VOD par abonnement, exactement sur le modèle de Netflix, à peu près les mêmes prix. Oui, mais... Le problème, c'est qu'ils ont déjà
ils n'ont pas la même aura que Netflix, et surtout ils n'ont pas le même catalogue, ils n'ont pas les mêmes partenariats, ils ont un catalogue. Et Netflix, ils ont eu l'idée géniale. La VOD, c'est pas Netflix qui l'ont inventé, hein. Ça faisait longtemps qu'il y avait même des abonnements illimités, c'était plus cher, etc. Mais le problème de ces trucs-là, c'est que t'as que des vieux films dessus, c'est ça. Et que même si c'est que 8 € ou 9,90 € pour voir des vieux films, c'est pas très intéressant. C'est pas un hasard, hein, s'il y a que des vieux films sur les plateformes mais voilà, de VOD. Mais l'idée géniale en tout cas de Netflix, c'est d'avoir senti le coût des séries, et c'est vrai qu'aujourd'hui une bonne série, ça vient remplacer un bon film, faut le dire clairement, et donc ils ont l'idée de produire en plus des bonnes séries, et les gens vont sur Netflix pas pour les films qu'ils ont dans leur catalogue, mais pour leurs séries. Ils sont peut-être en train de créer les médias du futur. C'est ça. Qu'on verra. Pour les films aussi, hein, parce qu'ils ont quand même des produits récents de qualité. Par exemple, là, le dernier Marvel, The Avengers, a été énormément téléchargé sur Netflix. Ils ont fait, je crois. Oui, mais par contre, ces films-là ne sont pas compris dans l'abonnement. Mais il y a un autre abonnement, il y a un abonnement illimité aussi pour les films. Tu payes pas par film, c'est pas de la VOD par film que tu payes. C'est un abonnement général. Et je crois que les films les plus récents, il me semble que tu les payes par film. Mais il y a différents abonnements. Voilà, il y a différents abonnements. Mais il y a toujours un abonnement. Dans l'abonnement qui devrait normalement être à 6,90 €, voilà, les films ont plus de 3 ans. Non, ça c'est l'abonnement de base, oui, c'est sûr. Mais s'ils ont plus de 3 ans, c'est pas parce que Netflix veut qu'ils ont plus de 3 ans. Mais c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce qu'il est de tradition française d'avoir peur de l'impérialisme américain et de son cinéma dit commercial. Parce que le troisième problème est plus subtil. Vous savez que la France milite avec ferveur pour la protection de son cinéma appellation d'origine protégée, à travers cette idée qui a été construite de toutes pièces par André Malraux pour nous protéger de l'envahisseur américain, qui est l'exception culturelle française. Alors la très haute instance chargée de défendre le bon goût du mauvais, j'ai nommé le ministère de la Culture, a peur de l'américanisation des us et coutumes par le cinéma et la disparition à cause des superproductions hollywoodiennes de notre esthétique et de notre manière de faire du cinéma si particulière et délicate. Regardez Danny Boone ou Michael Youn. C'est pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma français bénéficie de subventions, d'aides à la production mais aussi à la distribution, mais aussi et surtout que les chaînes de télévision françaises sont soumises à des quotas d'au moins 50% de films français dans la programmation. Entre autres, il y a beaucoup de quotas, c'est hallucinant, toutes les obligations, par exemple pas plus de 500 films par an, pas de films le samedi soir sur la télévision en clair, ni le dimanche après-midi, etc. D'accord. Voilà, pour que les gens aillent au cinéma, etc. Oui, voilà. Ouais. Aussi, un laps de temps, et c'est là que justement je rebondis sur ce que tu disais, est demandé par le gouvernement français entre la sortie d'un film en salle et son exploitation dans d'autres formats. Alors le temps est de 4 mois pour le DVD et la VOD à l'acte, c'est-à-dire la VOD en payant par film, 10 mois pour une première diffusion sur une chaîne de télévision payante, 22 mois pour une seconde diffusion sur une télé payante, 30 mois en général, il y a quelques exceptions, ça dépend s'ils ont impliqué dans la production, etc. Mais 30 mois en général pour la télévision en clair, et 36 mois, c'est-à-dire 3 ans, 36 mois pour la VOD par abonnement. C'est-à-dire en gros 36 pour la VOD en illimité. Pour Netflix. Voilà, vous comprenez bien que cette règle qui a été mise en place assez récemment, elle a été surtout pour, je pense, éviter que Netflix s'installe en France. Bon, pour Netflix, il y a des moyens assez faciles de le contourner, surtout que s'ils envoient leurs produits depuis le Luxembourg, on se connectera sur un site luxembourgeois et non pas un site français. Voilà, mais c'est surtout une manière de dire de la part du gouvernement français, vous n'êtes pas en terrain ami. Car bien sûr, la France et le ministère de la Culture ont peur que Netflix inonde notre marché de produits américains aux dépens de nos productions françaises. Pourtant, des dirigeants de la société ont rencontré Aurélie Filippetti, la ministère de la Culture, pas plus tard que le mois dernier, et lui ont assuré que le marché français est particulier et qu'ils s'engageaient à travailler avec des distributeurs et des producteurs français, dont Gaumont Pathé. Alors, il va de soi que Netflix, même dans une logique purement commerciale, diffusera et créera du contenu en France pour les Français. Regardez les succès du box-office chez nous, trônent souvent au sommet des grosses comédies françaises. Et Netflix le sait très bien. Et soyons réalistes, Netflix ne va pas tuer la création d'arts et essais françaises, c'est juste un nouveau moyen de voir encore plus de films et de séries, et c'est surtout une des rares alternatives efficaces au téléchargement illégal contre lequel se battent pourtant les dignitaires du ministère de la Culture. Alors avoir Netflix ne vous empêchera pas d'aller au cinéma, n'ayons pas peur du changement, la manière de consommer la culture a changé et Netflix incarne d'une certaine manière ce changement. Et puis le cinéma a toujours été commercial et artistique en même temps. Regardez la série par exemple House of Cards, dont on parlait tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre. Bah ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc on attend encore un peu, normalement c'est septembre ou octobre que Netflix devrait. Il y a un autre... Mais du coup ils n'auront pas les films récents, c'est ça ?
Ça dépend s'ils s'installent, ça dépend d'où ils sont. Voilà, s'ils s'installent depuis le Luxembourg, qui n'a pas de règlement particulier à ça. Bon, de toute façon, il faut pas rêver, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas dans l'abonnement à 6,90 € que vous aurez accès illimité à tous les films qui viennent de sortir. Et puis il y a un autre problème aussi pour Netflix par rapport à la France, c'est cette quasi-exception française du doublage des films et des séries. Qui est voilà, les Français sont très attachés encore au doublage en français, ce qui n'est pas le cas dans le reste des pays européens, et ça pose des gros problèmes à Netflix parce que tout leur catalogue de séries, etc., ceux qui n'ont pas été partagés comme House of Cards par exemple, ne sont pour le moment Netflix pas a suffisamment d'argent pour payer des doubleurs, et en plus on observe quand même dans les habitudes notamment des jeunes spectateurs de séries, une habitude de voir des séries en version originale sous-titrée, par exemple, ce qui se télécharge de plus en plus sur les sites de VOD, c'est des versions originales sous-titrées. Et la série, comme on la conçoit aujourd'hui avec une version doublée, tend à disparaître. Et je pense que très rapidement, il y aura plus de séries de toute façon en doublé. Si on parle strictement de la série, parce que les gens qui consomment des séries ne sont pas encore le même public que celui qui a l'habitude de voir en général le cinéma. Donc le cinéma, ça risque de traîner un peu plus que la série. Mais même au cinéma, il y a de plus en plus de cinémas qui passent les films en VO. Ça, c'est encore une autre raison, parce que l'État français subventionne les cinémas qui diffusent de la VO. C'est encore un autre truc, c'est encore une autre raison. Un autre débat dont on parlera peut-être la semaine prochaine, qui sait. C'est très très compliqué le cinéma en France, qui est ultra réglementé. La France a une tendance à compliquer pas mal de choses. Mais c'est toute cette idée d'exception culturelle française qui regroupe des centaines de choses, qui veut un peu tout dire et rien dire, et qui est surtout une législation qui fait un peu peur aux Américains, et qui peine un peu les Américains de s'implanter ici. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez en Suède ou en Norvège, les produits cinématographiques qu'on trouve, que ce soit les DVD, les films qui sortent, mais même la manière dont sont faits les films, dont sont produits les productions de séries. Par exemple, les séries suédoises ressemblent beaucoup à des séries américaines. Prendre We Are Humans, par exemple, qui est sur Arte en ce moment. Voilà, ça c'est parce qu'il n'y a pas ce programme d'exception culturelle qui fait qu'on essaye de défendre comme ça une espèce d'idéal de production à la française en France. Ce qui est très contestable, mais on contestera une autre fois. Voilà, une autre fois, puisque là, tout de suite, on va s'écouter un peu de musique, continuer la matinale, et se donner rendez-vous dans quelques instants pour l'émission Cinéphage. Fini les séries, on s'intéresse au cinéma. C'est presque du cinéphage, c'est du scriptage. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble. Et donc, tout de suite, tout simplement. À tout de suite, tout simplement.